Donc ce matin, nous avons fait principalement, je m'adresse aux collègues de l'Université de Montréal, de l'EPSI. Donc ce matin, nous avons essentiellement fait le point de la recherche bulle, à savoir à la fois les protocoles et les tendances que nous avons pu observer. Donc nous allons écouter sur une base de 40-45 minutes pour laisser la place aussi aux questions et aux échanges. Les collègues donc de l'école de bibliothéconomie et de sciences de l'information de l'université de Montréal, donc à Québec, université Mont-Royal pour les passionnés de géographie urbaine. Et le titre de leur intervention, donc, vous l'avez à l'écran, les stratégies des bibliothèques universitaires au Québec en matière de réconciliation, d'équité, de diversité, d'inclusion. Alors cette communication, elle est co-portée et co-écrite par Marie Martel et Christine Dufour. Donc, en ce qui concerne Marie Martel, elle est professeure agrégée donc à l'EPSI, titulaire d'un doctorat donc en philosophie et maîtrise de sciences de l'information. Donc, elle a étudié particulièrement et elle étudie encore le design communautaire, les approches design en général, le renouvellement des modèles de services en bibliothèque, ainsi que les dynamiques communautaires donc et de leur impact. Donc autour des projets bibliothéconomiques. Je fais vite. Et Christine, Christine Dufour, pardon, est professeure agrégée également, toujours à l'EPSI. Elle est titulaire donc d'un doctorat en sciences de l'information. Elle enseigne donc à plusieurs cycles supérieurs, donc principalement en informatique documentaire, en méthodologie de recherche. Voilà, donc elle s'intéresse notamment à des travaux sur les systèmes d'information web et elle travaille donc d'une manière générale, pour aller à l'essentiel, les environnements informationnels complexes dans toute leur complexité, acteurs, producteurs, diffuseurs. Et notamment, elle a beaucoup travaillé et publié autour du Web 2.0 et de son incidence dans les bibliothèques universitaires. Voilà. J'avoue à titre personnel et donc collectif avoir beaucoup de plaisir à vous écouter, Christine et Marie Martel. Et cette communication, donc, elle est faite aussi en collaboration avec trois autres personnes que sont Jennifer Ricard, Julie-Lise Simard ainsi que Micheline Brûlé. Voilà, donc je pense que la communication se fera à deux voix, peut-être à cinq. Non, à deux voix, deux voix. À deux voix, on est d'accord. À deux voix. Et donc ensuite, vous aurez certainement quelques réactions ou questions. Alors soyez rassurés, Christine et Marie, le support est bien visible à l'écran et on vous aperçoit, mais c'est normal, vous êtes de l'autre côté de l'Atlantique, donc on vous aperçoit sous forme de petites vignettes. Voilà. Mais c'est déjà ça. On vous écoute. Merci, merci beaucoup, Vincent. Bonjour à tous et à toutes. Est-ce que vous m'entendez bien? A priori, oui, tout le monde vous entend. Oui. Pas bien. OK. Alors, bienvenue à notre présentation des résultats de l'enquête Réconciliation, équité, diversité et inclusion, dit aussi l'enquête REDI, alors qui est le fruit d'une collaboration entre la Fédération des milieux documentaires du Québec et l'Université de Montréal. Alors, cette enquête a été réalisée avec la collaboration de membres du comité EDI de la FMD. C'est pour ça qu'on mentionne également Jennifer Ricard et Julie Simard. Et puis aussi Micheline Brûlé, qui est la présidente de la FMD, puis qui nous ont accompagnés dans ce processus. Et j'ai oublié en fait de vous remercier aussi pour cette invitation là, qui est l'occasion pour nous de présenter plus spécifiquement les résultats qui concernent le milieu universitaire. Alors, on va commencer par la présentation d'une description du contexte et puis des problématiques aussi qui nous ont amenés à proposer cette enquête, qui est le premier grand projet du comité EDI de la FMD. Ensuite, Christine va expliquer la méthodologie, puis on va entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire un aperçu des résultats qui concernent le milieu documentaire universitaire québécois, en particulier pour ce qui est des stratégies adoptées en matière de REDI.
Et maintenant, considérant le fait qu'on aborde des thématiques qui sont en lien avec l'EDI, nous allons préciser que, comme femmes blanches, cisgenres, d'origine canadienne-française, nous reconnaissons comme chercheuses que notre positionnement culturel est façonné par notre héritage familial, notre éducation, nos expériences de vie, et on est conscient des privilèges qui sont associés à cette position-là. Alors, nous tentons d'utiliser cette position pour mieux soutenir les milieux documentaires dans leurs efforts pour promouvoir la réconciliation, l'inclusion, l'équité, la diversité. Alors, quelques mots au sujet du contexte. En sciences de l'information et puis dans les milieux culturels, les missions, les mandats, les services des institutions s'orientent de plus en plus vers l'AREDI. L'AREDI est souvent présenté aussi comme faisant partie des compétences transversales qui devraient orienter toute action ou toute interaction d'un ou d'une professionnelle de l'information. Pourtant, il y a une revue systématique des initiatives de recrutement et de rétention de personnel issu des diversités dans les bibliothèques universitaires en Amérique du Nord qui indique qu'il n'y a pas actuellement il y a seulement une maigre littérature sur l'état réel des faits, mais beaucoup de documentation par contre qui existe sur les pratiques théoriques idéales et aussi sur les objectifs de diversifier le corps travaillant en bibliothèque. Alors, forcément, le corps travaillant peut difficilement être diversifié si les pratiques d'embauche et aussi de rétention, et puis si les milieux documentaires en général sont perçus comme hostiles aux travailleuses et aux travailleurs de la diversité. Pourtant, on reconnaît que les cultures et les politiques inclusives amélioreraient la capacité d'une organisation à évaluer les besoins de sa clientèle. Et puis, bien, à ce contexte-là s'ajoute le constat que la société se caractérise aujourd'hui par une super diversité. C'est le cas des publics des milieux documentaires aussi. La superdiversité, c'est un concept qui a été proposé par Vertovec, qui fait référence au niveau élevé de diversité sexuelle et de genre, diversité linguistique, ethnoculturelle, religieuse, socio-économique. Et ce concept reconnaît en fait que les sociétés contemporaines sont devenues de plus en plus complexes, ce qui permet aussi de souligner le défi de la coexistence des diversités multiples et mouvantes au-delà des catégories traditionnelles de l'ethnicité et de la nationalité. Alors, les métiers et professions documentaires apparaissent préoccupés par la question de la représentation des divers groupes culturels dans leurs différentes activités, collections, médiation, etc., et aussi par celles des membres dans leur rang. Et en plus, dans le contexte canadien et québécois, s'ajoute la question de la réconciliation qui fait référence aux efforts qui visent à réparer et renouveler les relations entre les peuples autochtones et les autres citoyens et citoyennes du pays, et puis aussi les relations avec les institutions et le gouvernement. Ça découle évidemment de la reconnaissance des injustices historiques, notamment les politiques coloniales, les traités non respectés, les déplacements forcés, les politiques d'assimilation culturelle et les séquelles de ces actions-là, comme la discrimination systémique, la pauvreté, etc. Alors, dans ce contexte général, et comme bien des organisations et des institutions, on s'interroge dès lors dans les milieux documentaires sur le profil en regard de la diversité des personnels, puis aussi sur la place que vont tenir la réconciliation, l'équité et l'inclusion dans les milieux de travail. Donc, c'est donc l'ensemble de ces circonstances qui ont fondé et circonscrit la problématique, qui a amené le comité EDI de la FMD à vouloir conduire une enquête à laquelle nous avons donc accepté de collaborer et le réaliser. On a donc cherché avec cette enquête à répondre à deux objectifs. D'une part, mieux connaître le profil démographique des employés dans les milieux documentaires du Québec et d'autre part, d'apprendre les besoins en rédit de ces employés pour orienter les actions du comité EDI de la FMD. Donc, l'objectif, comme Marie l'a mentionné tout à l'heure de notre présentation aujourd'hui, ça va être de présenter les résultats de cette enquête en lien avec le milieu universitaire.
Donc, au regard de ces objectifs, le devis qui s'est imposé pour nous, c'était une enquête descriptive ponctuelle, qui est donc une méthode qui est très reconnue pour sa capacité à décrire des caractéristiques d'une population en donnant un portrait d'un phénomène à un moment donné. Nous avons fait un questionnaire en ligne auto-administré pour rejoindre facilement les publics visés, qui étaient donc les personnes qui occupent une profession ou un métier documentaire au Québec. Nous avons fait un questionnaire bilingue français-anglais pour justement nous assurer que la langue ne soit pas un obstacle à la participation à l'enquête. Et préalablement à son lancement, nous avons franchi deux étapes importantes. D'une part, nous avons obtenu un certificat éthique du comité responsable des recherches en sciences de l'information à l'Université de Montréal et nous avons effectué à la fois un pré-test et un pré-test pour nous assurer que le questionnaire était bien compréhensible au public visé. L'enquête a été lancée officiellement le 13 octobre 2023 et la stratégie de recrutement reposait principalement sur le réseau des collaborateurs et collaboratrices de la FMD. Nous avons fermé le obtenu 602 réponses complètes et de ces 602 réponses, 146 proviennent des milieux documentaires universitaires, incluant donc les bibliothèques, et ce sont ces 146 réponses qui seront donc présentées aujourd'hui. Afin de mieux comprendre les stratégies mises en place qui sont au cœur donc de notre présentation aujourd'hui, nous allons commencer par présenter certains éléments de contexte, donc certaines facettes du profil général des répondants du milieu universitaire, leur profil en matière de REDI, ainsi que des situations de discrimination soit vécues ou observées. Un premier élément à prendre en considération dans le profil général des personnes répondantes sont les rôles qui sont pris en charge. La majorité des 146 répondants-répondantes en assument seulement un, mais quelques personnes en assumaient plus qu'un. Et donc, parmi ces personnes répondantes, on voit que presque la moitié prennent en charge le rôle professionnel de bibliothécaire. Donc, en contexte québécois, ce rôle est assumé normalement par une personne qui a un diplôme de deuxième cycle universitaire, donc une maîtrise, un master en bibliothéconomie et sciences de l'information. Un peu plus du tiers sont des techniciens ou techniciennes en documentation. Au Québec, les techniciens et techniciennes en documentation vont prendre en charge les tâches techniques en lien avec la gestion documentaire, et ce, dans différents milieux documentaires, que ce soit les bibliothèques ou les services d'archives, par exemple. Il s'agit habituellement d'une formation au niveau collégial, donc pré-universitaire, et ce profil, probablement en contexte français, vous pourrez nous corriger par la suite, correspondrait à technicien en gestion de documentaire, assistant-assistante documentaliste ou documentaliste. Un peu plus de 10% de nos répondants assument un rôle de gestionnaire et finalement, quelques personnes ont des rôles un peu moins présents, notamment les rôles professionnels d'archivistes. L'enquête semble, dans ce cas, avoir moins bien réussi à rejoindre ce profil qui correspond normalement, donc au Québec, à des personnes qui travaillent soit avec des archives courantes, donc en gestion de documents, ou avec des archives historiques. Il est à noter que l'enquête ne demandait pas spécifiquement le type de service d'attache. On ne peut donc pas savoir quelle proportion de techniciens et techniciennes en documentation ou de gestionnaires étaient effectivement en bibliothèque, certains pouvant se retrouver, par exemple, dans des services d'archives. Du côté des âges, on voit que globalement, donc la barre en gris, une majorité de personnes répondantes se situe dans les tranches d'âge de 35 à 44 ans et de 45 à 54 ans. Et si on s'attarde aux 4 rôles où on retrouve le plus de personnes répondantes, on remarque que les commis aides-bibliothécaires sont un peu plus jeunes, principalement 25-34 et 35-44 ans, tandis que les gestionnaires sont un peu plus âgés, pour beaucoup entre 45-54 ans et 55-64 ans. Donc, on peut y pressentir un lien avec le moment où ces rôles sont pris en charge, soit plus en début de carrière ou plus tardivement en raison de l'expertise qui est attendue. Et cette hypothèse se confirme lorsqu'on regarde le nombre d'années d'expérience. Les commis aides-bibliothécaires ont 5 ans ou moins d'expérience, tandis que les gestionnaires sont le groupe avec le plus grand pourcentage entre 21 et 30 ans. Et tout rôle confondu, c'est donc la tranche de 11 à 20 ans qui regroupe le plus grand nombre de nos répondants en milieu donc universitaire. Alors, on observe aussi que de manière générale, avec quelques exceptions, les identités déclarées les plus fréquentes sont celles de femmes et d'hétérosexuels. C'est particulièrement vrai pour les 4 rôles les plus représentés, soit celui de bibliothécaire, technicien, technicienne en documentation, gestionnaire et commis ou aide-bibliothécaire. Cela dit, la diversité est aussi au rendez-vous, comme le montrent les nombreuses autres identités déclarées qui ont été proposées par les participants et participantes, c'est-à-dire soit celles de cisgenres, hommes, personnes lesbiennes, gays, homosexuels, pansexuels, bisexuels, non-binaires et queer.
Un portrait similaire se dessine aussi en ce qui concerne l'appartenance ethnoculturelle des personnes répondantes, la majorité s'identifiant comme blanc, mais il y a une certaine diversité qui est également présente avec la représentation de plusieurs autres groupes ethnoculturels, bien que ce soit en petit nombre. Alors, on constate aussi que certains rôles relèvent uniquement de personnes blanches, soit les gestionnaires et les archivistes. Et puis, le rôle des bibliothécaires est pris en charge par plus de 92% des personnes blanches, suivi par 4,5% des personnes qui appartiennent à des minorités visibles. Il y avait une question distincte aussi portant sur l'identification à une nation autochtone et qui révèle qu'il y a un très petit nombre de personnes qui se reconnaissent comme telles. En ce qui concerne la réalité corporelle, le profil neurodivergent et le handicap selon le rôle, on constate que la majorité des répondants, tout rôle confondu, n'ont pas mentionné de réalité corporelle particulière, de handicap ou de profil neurodivergent. Mais la diversité est présente dans plusieurs dimensions. Par exemple, parmi les bibliothécaires, plus de 16% indiquent avoir une silhouette corporelle non ou sous-représentée. Et puis, plus de 13% des modifications corporelles volontaires non normées. Du côté des handicaps, plus de 13% des bibliothécaires signalent un handicap mental, tandis que plus de 12% des techniciens et techniciennes en documentation mentionnent un handicap visuel. En ce qui concerne la neurodivergence, plus de 12% des bibliothécaires déclarent une maladie mentale et autant mentionnent un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. En ce qui concerne le statut migratoire maintenant, selon les rôles, on constate que tout rôle confondu, le statut le plus fréquemment déclaré est celui de personnes non migrantes. C'est le cas notamment pour les 4 rôles les plus présents, soit pour près de 80% des gestionnaires, plus 65% des bibliothécaires et plus de 88% des techniciens et techniciennes en documentation et 80% des commis ou aides bibliothécaires. 100% des archivistes sont des personnes non migrantes. On retrouve aussi plus de 24% de bibliothécaires qui sont des personnes immigrantes de première génération et 10% chez les gestionnaires. Chez les gestionnaires, ce pourcentage reste sensiblement le même du côté des personnes immigrantes de seconde génération. Au sujet du plus haut niveau d'études complétées par rôle, il apparaît que 100% des bibliothécaires détiennent un diplôme de 2e cycle universitaire ou de 3e cycle. Plus précisément, en fait, 98,5% d'entre eux et elles sont des diplômés de 2e cycle universitaire. 100% des archivistes ont un diplôme de 2e cycle universitaire et c'est le cas aussi pour 84% des gestionnaires, plus de 84%. En lien avec le profil socio-professionnel, des personnes répondantes ont aussi décrit un phénomène de mobilité socio-économique, par exemple en disant je suis aussi issu d'un milieu économique très défavorable, je ne suis plus pauvre, mais j'ai grandi dans un environnement très pauvre. Des personnes répondantes ont aussi exprimé une frustration liée au fait que leur niveau d'études n'était pas valorisé ou reconnu dans leur milieu de travail. Et on disait, mon travail exige uniquement un DEC en documentation, se considérant donc surqualifiés pour le poste qu'ils occupaient. Le DEC, il faut savoir, est un programme préuniversitaire. Donc, cette figure présente les sources de discrimination tant vécues qu'observées pour les 3 rôles les plus présents dans l'enquête du côté du milieu universitaire, soit les bibliothécaires, les techniciens et techniciennes en documentation et les gestionnaires. Donc, on remarque que globalement, la majorité des personnes répondantes n'ont ni vécu ni observé de discrimination, plus fortement pour les techniciens et techniciennes en documentation et un peu plus faiblement pour les gestionnaires. On remarque aussi que lorsqu'il y a discrimination, l'importance des différentes sources varie en fonction du rôle, ainsi que du positionnement entre discrimination vécue et discrimination observée. Certaines sources sont peu fréquemment mentionnées, tout particulièrement les partenaires ou fournisseurs externes, ainsi que le contexte de recrutement qui apparaît uniquement comme source vécue.
Plus précisément, pour ce qui est de la discrimination vécue, donc en bleu, les bibliothécaires de l'enquête précisent que les situations les plus fréquemment vécues proviennent de collègues de même niveau hiérarchique, puis ensuite de supérieurs hiérarchiques. Les techniciens et techniciennes en documentation, de leur côté, ont vécu plus fréquemment de la discrimination en contexte de recrutement, ainsi que de la part de supérieurs hiérarchiques. Et pour les gestionnaires, ce sont les collègues qui sont la source la plus fréquente de discrimination vécue, suivie par les subalternes et les supérieurs hiérarchiques. Du côté de la discrimination observée, donc en orange, les mêmes sources sont mentionnées, mais leur importance est parfois différente par rapport aux sources vécues. Pour les bibliothécaires, les situations de discrimination observées proviennent plus fréquemment des usagers et usagères, suivis à part égale par les supérieurs hiérarchiques et les collègues. Pour les techniciens et techniciennes en documentation, ce sont les collègues qui sont la principale source, suivis par les supérieurs hiérarchiques. Et finalement, pour les gestionnaires, les collègues sont aussi la source principale, suivis à part égale par les usagers et usagères et les supérieurs hiérarchiques. Ensuite, préciser les sources de discrimination, qu'elles soient vécues ou observées, les personnes répondantes ont précisé les formes que prennent ces discriminations. Bien qu'on remarque des variations selon le rôle et le positionnement vécu observé des discriminations, certaines formes sont globalement plus présentes, comme par exemple l'agisme, donc lié à l'âge, le sexisme, donc lié à l'identité ou l'expression de genre, le racisme, donc lié à l'origine nationale ou ethnique ou au statut migratoire, et le capacitisme, donc lié aux capacités. Plus précisément, pour les bibliothécaires qui ont vécu ou observé de la discrimination, les formes de discrimination vécues, donc en bleu, les plus fréquentes sont le sexisme, le racisme et à part égale l'agisme et le capacitisme. Le sexisme et le capacitisme se retrouvent aussi dans les formes les plus observées, précédées par le racisme. Les formes de discrimination vécues par les techniciens et techniciennes en documentation sont moins centrées sur des formes en particulier, plusieurs formes touchant un petit nombre d'entre eux, que ce soit l'agisme, le sexisme, le racisme, le capacitisme ou la discrimination en lien avec l'emploi. Leurs observations, toutefois, sont plus fréquentes pour le capacitisme suivi du racisme. Et finalement, pour les gestionnaires, on remarque une forte présence, tant dans les formes vécues qu'observées, du sexisme. L'agisme a aussi été vécu de manière assez importante, tandis que ce sont le racisme et les discriminations liées à l'apparence physique qui ressortent le plus dans leurs observations. Il est important de préciser que les autres formes de discrimination vécues et observées moins présentes, comme par exemple en lien avec l'orientation sexuelle ou l'apparence physique, ne demeurent pas moins importantes que celles plus présentes. Ce n'est pas parce qu'un nombre restreint de personnes est touché par ces dernières qu'elles ne causent pas de souffrance. Donc, l'identification des formes les plus fréquentes que je viens de faire vise principalement à proposer une certaine priorisation potentielle des actions. Alors, au sujet des stratégies, on commence par les stratégies générales. Bon, il y a eu diverses stratégies en lien avec la réconciliation et l'EDI, tant pour les usagers et les usagères que pour le personnel qui ont été mis en place dans le milieu universitaire des personnes répondantes. Mais quand même, on constate l'absence de stratégie qui a été mentionnée par certaines personnes répondantes, mais bien que ce soit relativement limité, ça varie entre 5,7% à 9,7% selon les stratégies considérées. Les activités de sensibilisation figurent parmi les stratégies qui sont le plus couramment utilisées, tout type confondu, plus particulièrement concernant la réconciliation pour les publics. 50,7% des personnes répondantes ont mentionné l'existence d'activités de sensibilisation, suivies par des collaborations et des partenariats avec des groupes autochtones. Dans plus de 27% des cas, et aussi la création d'un comité de réconciliation pour près du quart d'entre elles. Pour le personnel, les stratégies de réconciliation et d'EDI incluent aussi en premier lieu des activités de sensibilisation signalées par près de la moitié des personnes répondantes. Tant pour la réconciliation que pour l'EDI. Viennent ensuite des formations visant le développement de compétences interculturelles pour plus du tiers des personnes répondantes. Et puis, la création aussi de comités spécifiques
pour à peu près le tiers des personnes répondantes, tant pour la réconciliation que pour l'EDI. Et puis concernant la réconciliation, il y a plus de 28% des personnes répondantes qui mentionnent des collaborations avec les groupes autochtones. Pour ce qui est de l'EDI à destination des usagers et usagères, il y a plus précisément 42,7% des personnes répondantes qui ont indiqué des activités de sensibilisation, tandis que plus du tiers mentionne l'élaboration de politiques d'équité, diversité, inclusion et moins du tiers, en fait, signale la présence d'un comité dédié à l'EDI. Parmi les autres stratégies figurent des programmes d'accès à l'égalité en emploi. Ça, c'est spécifiquement pour l'EDI. Des initiatives aussi contre les comportements discriminatoires ou vexatoires, puis aussi des prises de position publiques. La création de collaborations avec les peuples autochtones est mentionnée plus fréquemment que les collaborations avec d'autres groupes communautaires. Et puis, il est quand même intéressant de noter qu'environ un tiers des personnes répondantes du milieu universitaire ont indiqué ne pas connaître ou ne pas souhaiter répondre à la question concernant les stratégies en place, indépendamment du type. Ensuite, les personnes répondantes en milieu universitaire ont aussi signalé des stratégies plus spécifiques. Pour le personnel, on précise la présence de formations en matière d'EDI pour les personnes qui sont impliquées dans le recrutement. Et puis pour les publics, on signale l'intégration d'aspects d'EDI dans le curriculum et puis aussi des activités de médiation reliées à l'EDI, soit de la programmation, des conférences, des expositions. Des actions aussi de promotion, de valorisation et de diffusion sont également rapportées, par exemple des vitrines thématiques ou la création de guides sur les auteurs et autrices EDI. Et en matière de réconciliation, les personnes répondantes ont aussi précisé différentes stratégies comme des activités de formation à destination du personnel portant sur la littérature autochtone, sur la décolonisation et l'antiracisme, parfois sous forme de table ronde ou, par exemple, sous la forme de clubs de lecture antiracistes. D'autres stratégies concernent des offres d'emploi et des embauches, par exemple une personne aînée en résidence ou l'embauche d'une personne étudiante issue des premiers peuples. Alors, une personne aînée en résidence, c'est un individu mature, souvent une personne experte ou détentrice de savoirs traditionnels et culturels autochtones qui est invitée par une institution à travailler et puis aussi à interagir avec ses membres. On rapporte aussi la création d'instances organisationnelles ou de services, notamment des démarches de développement de collections sur les personnes autochtones, sur la littérature autochtone. Et puis, dans ce cas également, on va tenir des activités de promotion, de valorisation, puis aussi de diffusion. Alors, en décrivant des stratégies spécifiques, une personne répondante qui a néanmoins écrit, il y a eu des sessions de formation. Oui, c'est ça. C'est un commentaire plus favorable. On en a des moins favorables. Il y a eu des sessions de formation obligatoires pour les employés siégeant dans les comités d'embauche, ainsi que des séries de formations volontaires sur la décolonisation et l'antiracisme. Un groupe de lecture antiracisme est également en place. Plusieurs plans d'action au niveau universitaire sont dédiés à l'autochtonisation, la décolonisation et l'antiracisme. Et puis des programmes pilotes et des projets liés au curriculum ont été lancés. Des fonds ont également été mis à disposition pour diversifier les collections. Alors, des personnes répondantes soulignent cependant le manque d'informations, de formation, de promotion aussi des initiatives et puis, dans d'autres cas, le manque de reconnaissance par rapport à ce qui est fait. Certaines personnes vont parler d'un engagement de façade ou d'un manque d'engagement ou d'action concrète de la part de certains employeurs. Par exemple, on a écrit « Dans mon milieu, ça a l'air qu'il y a un comité EDI ».
Cependant, ce n'est que des membres de la haute direction sur ce comité. On nous dit que le travail du comité est d'être le point central des initiatives EDI et que tout le monde peut mener des activités par rapport à l'EDI dans leurs unités respectives, mais concrètement, je ne pense pas que ce comité soit très efficace dans son rôle de fédérateur et apparemment, mes collègues se fichent de ce comité. Ou encore, on a écrit, à ma connaissance, beaucoup de discours et de prises de position, quelques comités, mais je n'ai pas l'impression qu'il se fait concrètement grand-chose. Par contre, d'autres ont souligné que pour le moment, il y a une volonté de l'employeur à adopter de telles stratégies en impliquant les employés sur les moyens d'application possibles auprès de nos usagers et usagères. Alors, on pourrait conclure en faisant peut-être ressortir certaines comparaisons. On constate que les milieux universitaires ont intégré des stratégies en plus grand nombre que les milieux documentaires en général, où dans ce dernier cas, 22% des personnes répondantes ont affirmé qu'il n'y avait pas de stratégie en matière de réconciliation pour les publics dans leur milieu et plus de 28% pas de stratégie pour le personnel, alors qu'en bibliothèque universitaire, il n'y aurait pas de stratégie de réconciliation pour le personnel dans 8% des cas et pour le public dans 10% des cas. Alors, également, les milieux universitaires ont été intégrés des stratégies concernant l'EDI en plus grand nombre que les milieux documentaires en général, où, dans ce dernier cas, près de 15% des personnes répondantes ont affirmé qu'il n'y avait pas de stratégie en matière d'EDI pour les publics dans leur milieu et plus de 10% pas de stratégie pour le personnel, alors qu'en BU, il n'y a pas de stratégie EDI pour le personnel dans près de 6% des cas et pour les publics dans plus de 6%. Mais dans le cas des stratégies EDI, on constate que l'écart entre les BU et l'ensemble des autres milieux documentaires est moins grand. Donc, cette enquête a été un premier pas pour mieux comprendre la réalité des milieux documentaires en termes de réconciliation, d'équité, de diversité et d'inclusion. Et la présentation d'aujourd'hui a permis de faire le point sur cette réalité en contexte universitaire. Une meilleure connaissance des situations de discrimination peut contribuer à la sensibilisation, de même qu'à la réflexion, la conception et la mise en place de différentes stratégies visant à promouvoir un environnement plus inclusif. Et la prise en compte des résultats permettra également d'orienter les actions futures en fonction des besoins identifiés et des défis spécifiques rencontrés. Merci de votre attention. Merci à vous deux, mesdames, pour votre communication et la clarté du propos. On a quelques minutes, donc merci d'avoir très très bien géré le temps. Ça permet d'avoir quelques minutes d'échange avec l'auditoire. Il y a un micro mobile, donc voilà. Alors on est désolé parce qu'en fait notre système est bien calé, donc si nous tournons la caméra, on prend le risque après d'être en rupture de communication. Donc vous aurez le son et vous me gardez malheureusement à l'image. Oui, merci beaucoup, Marie-Christine. C'est Suzanne Kovacs. Je voulais vous remercier pour cette présentation très intéressante. Moi, j'ai bien noté la question du développement des collections comme initiative possible. Est-ce que vous avez rencontré d'autres questionnements sur l'activité documentaire en elle-même, les gestes documentaires qui vont dans le sens de l'inclusion? On parle beaucoup maintenant, par exemple, d'indexation collaborative ou d'indexation qui va dans le sens d'une prise en compte de critères interculturels. C'est peut-être prendre la question à l'inverse pour plutôt de poser question des discriminations, mais plutôt de l'apport de ces personnels. C'était peut-être pas votre point d'entrée, c'était pas là, mais est-ce que vous avez capté d'autres initiatives à part le développement des collections pour davantage d'inclusivité, d'autres gestes professionnels qui étaient rendus possibles ou entravés dans votre enquête? Oui, en fait, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'initiatives concrètes en termes de services qui concernaient la question des collections qui semble être une
une entrée assez évidente par rapport aux bibliothèques, mais en bibliothèque universitaire aussi, ce qu'on a fait valoir, c'est pas seulement la question des collections, mais aussi celle de l'accès. Donc, la question d'un catalogage décolonisé ou d'une réflexion aussi sur les termes, le vocabulaire contrôlé utilisé pour décrire les collections. Et dans le même esprit, certains ont aussi suggéré la présence de l'utilisation de déclarations pour faire connaître au public, aux utilisateurs, aux utilisatrices, l'existence dans leur collection de documents qui pouvaient être jugés problématiques ou dérangeants pour les personnes issues des premiers peuples ou les personnes associées à l'EDI. Donc, c'était aussi des initiatives qui étaient mentionnées. Christine, est-ce que tu veux ajouter quelque chose à ce sujet-là? Non, je pense que tu as fait un bon tour des autres points apportés. Une autre question? Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. J'avais une question à propos des systèmes de classification. Est-ce que vous avez eu des éléments sur les représentations que pouvaient véhiculer aussi les systèmes de classification, comment les professionnels sont débrouillés, pouvaient bricoler peut-être avec autour de ces problématiques d'inclusion que vous avez évoquées? Oui. En fait, en ce moment, ça se travaille pas nécessairement à la pièce. On a des systèmes normés au Québec, au Canada, puis les institutions qui s'occupent du vocabulaire contrôlé ou de la description des collections vont oui, ont mis en place un chantier conséquent par rapport à la question de la description, mais en bibliothèque, on n'a pas eu beaucoup d'informations sur la manière dont on intervenait peut-être pour orienter les utilisateurs et les utilisatrices en bibliothèque universitaire. On a eu peut-être plus d'informations en bibliothèque publique, mais en bibliothèque universitaire, on n'a pas eu beaucoup d'informations à ce sujet-là. Oui, puis même en bibliothèque universitaire aussi, on a eu vent que, par exemple, il y avait eu l'élagage des ouvrages qui pourraient paraître offensants dans leur représentation. Ça, c'est le genre d'indication qu'on a eu, mais c'était pas de l'information dont on a disposé ou en tout cas qu'on a constaté pour le milieu universitaire. Oui, en milieu universitaire, c'est vraiment davantage des déclarations là, dans les documents ou sur le site de la bibliothèque où l'institution ou l'organisation reconnaissait, par exemple, la présence de termes ou de représentations jugées offensantes pour les publics associés au premier peuple ou à l'EDI. Il y avait aussi en milieu universitaire, ça, c'est peut-être quelque chose qu'on peut mentionner, mais là, on s'éloigne de la question de la classification. Mais ça peut-être que ça pourrait intéresser Suzanne. J'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, mais il y a des institutions aussi universitaires, des BU, qui ont mentionné la mise en place d'un espace pour accueillir les personnes étudiantes autochtones. Ça aussi, c'est une autre stratégie qui a été adoptée. Oui. Merci. Une dernière question ou pas? Est-ce qu'il y a une dernière question?
si tu me l'accordes, privilège de l'animation. Une dernière question que je vais me permettre de vous poser, sans entrer dans les détails. Il y a de grandes différences entre les réponses des 146 répondants bibliothèque universitaire et le reste de votre population, les 602 professionnels interrogés. Est-ce qu'il y a de grands écarts entre... Est-ce qu'il y a une singularité finalement des réponses du monde universitaire par rapport aux autres terrains, au moins sur quelques éléments? Ben, à part le fait d'avoir constaté que oui, il y avait déjà plus d'initiatives qui étaient... ben, Christine, veux-tu répondre à ton tour? Je vais passer peut-être la parole, puis je pourrais compléter. Oui, tu pourras compléter. Oui. Merci, Marie. Ben, on n'a pas fait nécessairement une comparaison très, très fine entre les deux, mais globalement, mon impression, c'est que dans les milieux en général, on observe aussi à la fois une certaine homogénéité de certains profils rédits, mais avec une diversité plus périphérique, avec des plus petits nombres. La différence la plus grande qui m'a frappée, c'est au niveau de l'implantation des stratégies, comme on l'a vu en conclusion, où les stratégies en BU par rapport à l'ensemble le milieu universitaire par rapport à l'ensemble sont beaucoup plus avancés à ce niveau-là, au niveau des stratégies implantées. Donc, c'est mon impression, mais honnêtement, sans avoir fait une comparaison fine entre les deux. Marie, est-ce que tu as à compléter? En fait, je voulais dire que ça a quand même été une surprise parce que habituellement le milieu des bibliothèques publiques est peut-être un peu plus vocal par rapport à leurs initiatives. Donc, on pouvait s'attendre à ce qu'ils soient déjà plus actifs. Oui, c'est ça. Mais en même temps, oui, on sent que au niveau des BU, on sent pas, mais il me semble qu'on constate, là, mais il faudrait le vérifier, qu'on est davantage tourné vers justement la création de comités DI, les politiques. Et puis peut-être qu'en bibliothèque universitaire, en bibliothèque publique, on est dans l'exploration de la manière dont on pourrait exploiter les collections et puis faire de la médiation. Merci bien. On vous lira en tout cas les résultats de ce travail et puis la suite. Enfin, juste une remarque, il me semble que par exemple sur le volet lecture publique, ça peut être sacrément intéressant avec la dimension là aussi des quartiers, des zones géographiques, des parcours de vie, où vous pouvez avoir récemment une granularité d'analyse qui peut être assez intéressante dans des approches comparées. Écoutez, je vous propose, on peut applaudir encore nos deux camarades et collègues.